Allez, c'est parti pour cette dernière vidéo de ma série de reportages tournés à Bruxelles. Cette fois, on se rend chez Rémi Lesbos de Rare Sound. Alors, comme vous le voyez, Rémi est ingé mastering, il a plein de périphériques de mastering, et vous avez peut-être aussi vu quelques synthés et guitares, puisque Rémi est aussi et avant tout guitariste, hein, c'est comme ça qu'il a commencé dans la musique, et il continue à faire ça, de la musique. Il fait même de la compo, de musique à l'image, et il va nous en parler dans ce tour. Il va nous parler notamment de son process pour sa dernière mission comme ça de compositeur de musique à l'image qui est assez fascinant. C'est vraiment un domaine moi qui m'est un petit peu étranger parce que je travaille pas dedans, mais avec les studios tours et avec mes accointants je commence à parler à des gens qui travaillent dedans et je trouve ça vraiment fascinant, notamment le processus d'écriture, et il va nous en dévoiler une petite partie dans cette vidéo. Bon, il est guitariste, je vous l'ai dit, et dans ce studio tour, on va avoir un petit extrait de guitare. D'ailleurs, il va nous jouer d'une pédale que je ne connaissais pas du tout, qui fait un petit peu jouet, mais qui est absolument fantastique. En tout cas, elle est vraiment fascinante. C'est une pédale qu'on retrouve d'ailleurs dans Childish Gambino, un morceau que vous avez forcément entendu et qui est incroyable. Et voilà, donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir d'où vient ce son si particulier. Bon, si vous êtes là, c'est que forcément vous aimez le matériel et vous êtes probablement nombreux à aller acheter ce matériel chez Thomann, que ce soit aux pédales de guitare, vos enceintes, etc. Et c'est pourquoi je vous ai fait une petite liste de matériel utilisé par Rémi en commentaire épinglé. Donc dans ce commentaire épinglé, vous allez voir quasiment toutes les machines qu'utilise Rémi. Celles qu'on voit dans les vidéos, mais pas que, peut-être celles aussi qu'on voit pas ou dont on parle moins dans la vidéo. Vous allez pouvoir avoir ces informations dans ce commentaire épinglé. Ça va vous donner le nom précis des machines, ça va vous renvoyer vers des pages produits Thomann, et ça va être l'occasion pour vous d'en savoir plus sur ces machines et pourquoi pas de les acheter en stock B chez Thomann, donc au meilleur prix possible sur le web. Bon, si je vous ai fait ce commentaire, c'est pas par hasard, c'est aussi parce que ce sont des liens affiliés Thomann. Et aujourd'hui, les liens affiliés Thomann, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Thomann me reverse une jolie partie de votre panier quand vous utilisez ce lien. Et cerise sur le gâteau, Thomann garde les cookies 14 jours. Donc même si vous cliquez aujourd'hui sur un lien affilié et que vous revenez dans 10 jours sans utiliser mon lien affilié mais avec le même navigateur web, je vais avoir ma petite part du gâteau. Bon, vous pouvez aussi me soutenir évidemment en vous rendant sur coolkidsaudio.com, ma petite boutique en ligne de matériel studio et hi-fi. Vous allez y retrouver pas mal du matériel utilisé par Rémi et notamment les PSI audio AVA C214, comme je suis revendeur PSI, il faut que je le prononce correctement. Ce bass trap actif absolument incroyable. C'est franchement un petit produit miracle que j'adore. Moi j'en ai une paire là juste devant moi dans ma pièce. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, sur ce produit. Vous allez pouvoir la retrouver sur ma chaîne et évidemment je vous mets le lien en description. Avant de vous laisser, je vous invite aussi à vous rendre sur vicmalvolti-mastering.com. C'est mon nouveau site web tout beau, tout neuf. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Vous allez pouvoir y voir un peu plus de détails sur mes services en mastering, comment travailler avec moi, quel fichier m'envoyer, mes tarifs, etc. Et puis aussi sur mes services en tant que créateur de contenu et notamment mon offre de service Studio Tour, puisque ça y est, les Studio Tours sont enfin ouverts à tout le monde. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, avoir votre propre Studio Tour. Et donc pour en savoir plus, ça se passe sur mon site, sur la page créateur de contenu et puis sur la page contact pour me poser plus de questions. Allez, sans plus attendre, je vous laisse donc à la découverte de Rare Sound à Bruxelles. C'est Rémi qui nous guide. Bon visionnage. Je viens d'arriver à Bruxelles aujourd'hui. Est-ce qu'il fait tout le temps beau comme ça ? Il fait toujours beau dans le studio, mais dehors, c'est pas toujours le cas. Alors là, on est chez toi du coup ? Ouais, on est chez moi. Est-ce que tu peux présenter un peu rapidement l'activité ? Depuis combien de temps tu es là ? Alors, ça fait 1 an que je suis ici. Ça fait plus de 10 ans que je fais du mastering. J'ai déménagé ici en février et j'ai transporté mon studio, une plus grande pièce, dans ce lieu qu'on va découvrir, qui était un petit peu un pari, puisque c'est une pièce qui fait environ 20 mètres carrés. Et donc, c'était un petit peu, est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Mais j'étais assez confiant parce que, comme on le verra, j'ai des enceintes, les Key BXT, qui me permettent en gros de placer mes enceintes contre le mur. J'ai aussi les AVA, les PSI, j'ai le Trinov. Donc quand j'ai bougé, je me suis dit ok, ça va marcher normalement. En tout cas en théorie. Tu as plein de petites astuces technologiques en tout cas pour s'adapter aux pièces. J'ai pas mal de petits outils qui permettent de s'adapter à l'environnement. Ouais. Ok, tu nous guides ? Allez, c'est parti. Voici le studio de mastering. Et donc cette cabine
En fait, c'est plutôt le studio de mastering de ma fille, qui va bientôt avoir 3 ans, et qui se lance petit à petit là-dedans, mais encore un peu de chemin, je crois. Trop bien. Voilà, bienvenue. Alors, déjà là, on voit plein de choses. Tu nous as parlé d'équipe, mais on voit plein d'autres trucs autour. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais dans cette pièce, pas seulement du mastering du coup. Alors, mon activité principale, c'est quand même le mastering. On va dire qu'à 80% du temps, c'est ce que je fais. Mais j'ai aussi également un setup de mix et j'ai des outils de production et d'enregistrement qui sont derrière, que j'ai accumulés au fil du temps. Dans mon activité de musicien, parce que c'est aussi un hobby. Et dernièrement, j'ai travaillé sur un long métrage pour la première fois en tant que compositeur. Et donc, j'ai été amené à les utiliser de nouveau, parce que ça prenait un peu la poussière. Donc, mais principalement, mon métier, c'est de faire du mastering. Ça s'est un peu imposé à moi. Évidemment, ça m'a toujours intéressé. Mais en fait, il y a 12 ans, quand j'ai ouvert mon studio, très vite, je me suis rendu compte que les gens attendaient de moi que je puisse fournir quelque chose de final. Donc fournir un morceau qui est prêt à être diffusé. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à la question. Et puis, c'est devenu vraiment une passion. Et c'est aussi pour ça qu'on m'appelle le plus aujourd'hui. Ok. Ouais. Parle-nous de ton monitoring. Alors, mon monitoring, c'est les Key-Tree BXT, qui sont cardioïdes et qui permettent d'envoyer le son vers l'avant et de minimiser, si tu veux, l'interaction avec la pièce jusqu'à une certaine fréquence. Elles ont aussi un DSP intégré et qui permettent d'aligner les différents speakers. J'ai également 2 PSI C14 AVA, qui sont des bass traps actifs. Il y en a un là et un là-bas. Et puis ensuite, le son sort de l'ordinateur vers d'abord le Trinov, qui est en fait non seulement un outil pour faire les dernières corrections, mais en plus de ça, c'est aussi mon outil de monitoring principal sur lequel j'ai connecté mes autres enceintes. Voilà. Alors pour ceux qui ont déjà regardé un peu mes studio tours, il y a une chaîne qui ressemble beaucoup, alors peut-être un peu moins à l'époque où j'ai fait le studio tour, mais quand même un peu, c'est celle de Benoît Bell. Tiens. Bah écoute, figure-toi que Benoît Bell, on s'est pas encore rencontrés en vrai, mais il m'a contacté il y a plus ou moins 1 an et demi pour me poser des questions par rapport au monitoring, parce que je crois qu'il changeait d'enceinte, et il s'intéressait au Key, que je lui ai recommandé. Et puis, de fil en aiguille, on échangeait sur Instagram, en fait. Je sais pas pourquoi on parle tout le temps sur Instagram et pas ailleurs. Et je lui ai fait part de la chaîne de mastering que j'étais occupé à construire. Et je l'ai encouragé à tester d'abord les convertisseurs laverie. Et je l'ai encouragé aussi à tester un petit peu du NIF, le NIF Hexa et le NIF Soma. Et par ailleurs, on parlait beaucoup de coloration dans le mastering. Et je lui dis que dernièrement, j'avais acquis une paire de Pultec et le Unfairchild, qui sont les 2 outils que j'utilise le plus pour amener une vraie couleur quand il s'agit d'épaissir un master. Et donc, de fil en aiguille, je lui ai partagé ça et il a décidé de tester pas mal de machines en parallèle. Et au final, il a acquis quasi toute la chaîne, je crois toute la chaîne, au câble près. Donc c'était assez intéressant parce que ça m'a permis aussi, à chaque fois que je faisais une expérience, de lui faire écouter, souvent en blind test, et d'avoir son aval sur la qualité de la chaîne et de l'outil. Tu nous fais un petit... tu nous expliques un peu ta chaîne, ça part d'où? Ça part déjà d'un DA. Alors, pour le mastering, je sors via le Lavry Quintessence, qui est en fait le DA de toute la chaîne. J'en ai qu'un, j'en ai pas 2. Ensuite, on passe dans le NIF Hexa, qui est mon EQ principal pour enlever des résonances, nettoyer les choses qui m'embêtent sans rien changer. Après ça, on rentre dans le Unfairchild,
que j'utilise principalement pour la coloration et non pas pour la compression, même si parfois ça peut m'arriver de l'allumer pour ça aussi. Ensuite, on va vers la paire de Pultec, qui aussi est vachement utilisée pour la coloration plus que pour l'EQ. Et donc je les vois un peu comme un combo. De la paire de Pultec, on rentre dans le NIF Soma, qui est mon EQ principal pour équilibrer tonalement un mix, donc que j'utilise en MS ici, beaucoup. Ensuite, on rentre dans les VacuVox, et donc cette paire de VacuVox, c'est mon compresseur numéro 1. C'est celui que j'utilise surtout si je veux compresser. Et souvent même quand je pense qu'il ne faut pas compresser, eh ben, ça donne toujours bien de passer dedans et de compresser un peu. Il y a toujours quelque chose à gagner, de la vie et plein d'autres choses. De là, j'arrive dans ce rack-ci, où on a le TubeTech SMC2BM, qui est un compresseur multibande à lampe aussi, que j'utilise très peu en multibande, figure-toi, mais que j'aime beaucoup pour la couleur, et que j'avais comparé avec le Mazelec, et j'ai trouvé que le Mazelec m'était utile uniquement quand je voulais faire du multibande, c'est-à-dire quasi jamais. Par contre, celui-ci m'était utile même quand je ne veux pas en faire, puisque la couleur qu'il amène était vachement désirable, et compatible avec beaucoup de projets. Et puis une fois qu'on sort d'ici, on arrive dans le Elysia Alpha, compresseur VCA, hyper puissant, hyper versatile aussi, qui est vraiment utilisé peut-être sur 50% des masters. Donc c'est vraiment la pièce que je vais tester si je cherche quelque chose de particulier ou si je veux expérimenter un peu autour de la chaîne. Mais il n'est pas tout le temps actif. Ça marche pas trop bien pour moi sur les sources acoustiques et sur la musique organique. Par contre, ça cartonne sur de la musique plus électronique ou sur de la musique plus punchy, plus moderne. Tu t'y perds pas avec tous ces réglages? Non, pas du tout, et je vais t'expliquer comment je procède, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ok, à chaque fois qu'il doit faire un master, s'il doit faire un recall, c'est l'enfer. En fait, ça me prend, je crois, 2 minutes pour recoller un master. Ah ouais? Ouais, je vais te montrer comment je fais. Ensuite, on arrive dans le LAL, qui est un limiteur analogique, qui me permet, en fait, si tu veux, entre le Elysia et le LAL, je peux travailler le soft clipping, un étage de limiting en analogique, et je peux aussi, grâce au LAL, driver, si tu veux, plus ou moins l'input de mon laverie Saviteur, qui est mon... Donc c'est le LAL avec AD. ton gain de sortie où tu vas... Ouais, tout à fait. C'est avec lui que je vais driver plus ou moins l'AD. Si je veux le faire clipper, je peux. Et ce qui est génial, c'est que il est cranté à 0.02. Donc je peux vraiment expérimenter des réglages très fins, presque comme avec un plugin. La quantité de soft clipping ou pas que je souhaite avoir ici. Et puis donc le laverie, c'est mon AD qui retourne dans mon ordi et qui cloque toute la chaîne. Voilà. En gros, ça c'est la chaîne. Alors pourquoi tu mets pas beaucoup de temps à recoller? Alors, c'est très simple. C'est comme un pedalboard en fait. Je suis guitariste à la base. Et quand tu viens faire un morceau de musique, tu commences pas à brancher toutes tes pédales et à chercher des réglages. Tu as toujours un point de départ. Sur chaque machine, j'ai un point de départ. Évidemment, chaque morceau, chaque projet a besoin d'une attention spécifique. Et tout ce matériel ne marche pas sur tous les masters. Mais la façon dont la chaîne est construite fait que dans la grande majorité des cas, certains appareils fonctionnent tout le temps sur n'importe quel master qui arrive. Et c'est quoi ces appareils? C'est donc évidemment la conversion, ces deux EQ et le VacuVox. Et je dirais le LAL aussi. Après, tu as le Unfairchild, le Pultec, le TubeTech et parfois le Elysia, qui sont des machines qui sont beaucoup plus spécifiques. Et ça va vraiment dépendre de quel projet on a besoin ou pas. Mais si tu vois par exemple mon Unfairchild, j'utilise quasi tout le temps comme un tone box. Donc en fait, l'idée c'est d'amener une forme de coloration, de patine, de contrôle, des transients. Et il est toujours, quand je l'allume et que je dois commencer un master, il est toujours sur le même réglage. Je
commence toujours sur un réglage qui est un réglage que j'aime bien, qui fonctionne, ça fonctionne vraiment comme une pédale de guitare, quoi. Tu l'allumes, oui, non, tu vois. Tu l'allumes, ça me plaît pas, je l'éteins. Et de ce réglage, j'ai aussi une liste, si tu veux, mentale, de choses que j'aime bien essayer avec ce compresseur. Et donc, je passe beaucoup de temps à chercher, si tu veux, en dehors des sessions, et à trouver des choses qui me plaisent, qui marchent sur différents styles. J'ai un fichier comme ça où il y a peut-être 10 morceaux différents, 30 secondes de chaque morceau dans des styles complètement différents, et je teste souvent des réglages dans mon temps libre. Je prends des notes, et donc qu'est-ce qui se passe quand je me retrouve à masteriser avec le Unfairchild? Je l'allume comme j'aime, et puis en fonction de ce que je veux chercher, ce que je veux obtenir, je vais essayer telle ou telle idée, ça va aller très vite. Idem quand j'allume le VacuVox et que je veux compresser, il y a un point de départ, toujours, qui est en fait le réglage actuel. Parce que ce que je fais aussi, c'est quand je reçois mon fichier, je vais le gain stager automatiquement. Donc j'ai un logiciel qui s'appelle Hornet. C'est un petit plugin qui va mesurer en fait le loudness de ton fichier et il va viser une cible. Donc j'aime bien que tout soit autour du 0 VU avant d'attaquer ma chaîne. Et donc tous les fichiers que je reçois finalement sont ramenés à ce gain, à ce niveau, qui va rentrer dans cette chaîne. Donc cette chaîne va réagir plus ou moins toujours de la même manière. Un peu comme quand tu le fais avec un plugin. Si tu règles ton 76 quand tu mixes une voix, avec l'input ici et l'output ici, normalement si tu donnes un gain similaire, eh ben, tu vas avoir plus ou moins le même taux de compression. Je fais la même chose avec mes VacuVox, et donc j'observe aussi ce qui se passe. Donc si je mets un mix dans les VacuVox avec ce réglage-là, et que je vois l'aiguille qui compresse 4 dB, ça me dit quelque chose sur le mix. Ça m'informe sur quelque chose sur le mix. Si je vois par contre que l'aiguille elle bouge à peine, ça me donne une autre information. Et en fonction de la réaction, de ce que j'entends et de ce que je connais, j'ajuste mon réglage. Mais c'est toujours ce réglage-là. Et donc, je vais dire, ok, par exemple, dans ce mix-là, j'ai envie de désactiver le sidechain, par exemple. Ou alors, j'ai envie de driver plus les tubes et moins les transfos. Et donc, je vais me retrouver à avoir ces réflexes comme ça sur chaque machine et à tester 2-3 usages différents en fonction de ce que je reçois. Et donc, finalement, quand j'allume toutes ces machines et que je commence un master, je les remets tout le temps sur le même réglage, je les remets pas à 0. Et c'est ça qui me permet d'aller assez vite. Est-ce que tu as une console d'insert? Ben non, j'ai rien. Non, je n'ai pas de console d'insert. En fait, avant de construire cette chaîne, qui est fixe, l'ordre est fixe, chaque machine est patchée, les machines sont connectées en série avec des Grim Audio SQM. J'ai testé toutes sortes de combinaisons. Ça m'a pris plus ou moins 3 ans de tester où est-ce que je place chacune des machines. Et à un certain moment, quand j'étais content et que quand je me suis rendu compte que je changeais plus rien, que l'ordre me convenait et que ça marchait sur plein de trucs, que l'interaction des machines entre elles allait dans le bon sens, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré mon petit patch, qui était un patch passif à relais, donc normalement ultra transparent, mais connecté en DB25. Et le jour où je l'ai retiré, en fait, ça sonnait juste mieux, ça sonnait mieux. Malgré le fait que normalement c'est 100% transparent, en fait ça avait un impact assez énorme sur le son de la chaîne. Ça sonnait quand même déjà bien avec le patch, mais quand je l'ai enlevé, j'avais quelque chose de plus ouvert, de plus fluide, de moins granuleux, de plus respectueux de l'intégrité du signal. Et donc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ok, je vais retirer ce patch. Et je pense d'ailleurs qu'une chaîne pareille, avec autant de machines qui se suivent, ne fonctionne pas super bien avec un patch. Je crois que la condition que tu as besoin, c'est d'avoir des bons câbles courts et avoir le moins possible, le moins d'éléments qui pourraient être intrusifs, quoi. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Les câbles, c'est un sujet de Discord sur ma chaîne, attention. Ok. Tu vas t'attirer les foudres des spectateurs. Écoute, j'ai fait un test assez marrant avec les câbles. Donc j'ai acheté plusieurs câbles. J'ai acheté des Grim Audio SQM, j'ai acheté des Vovox Excelsus, j'avais aussi des TPR de chez Grim, et j'avais ceux que Amtech m'avait fabriqués il y a 10-15 ans,
qui sont des super câbles. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques tests, quelques blind tests, et j'ai envoyé ça à des collègues, notamment Benoît. Et en fait, quand on branchait... ce que je faisais au début, c'était de brancher le DA vers le AD, donc sans aucune machine, et j'ai testé différents câbles. Honnêtement, c'était très très difficile d'entendre une différence. Ça me paraissait complètement négligeable. Et souvent on se trompait, donc une fois sur deux on se trompait, donc en fait on peut conclure qu'on n'entendait pas de différence. C'est vrai que quand on inversait la phase, il y avait quand même un résidu, donc ça veut dire qu'il y avait quand même une différence, mais elle n'était pas audible, en tout cas on ne pouvait pas l'identifier. Ce qui s'est passé, c'est quand je me suis retrouvé à chaîner 10 machines les unes après les autres, et que j'ai mis mes anciens câbles, donc les câbles de chez Amtech, et que j'ai printé le résultat, et que j'ai ensuite remplacé tous ces câbles par des SQM, et que j'ai fait un blind test, là tout le monde l'entendait. Et si tu veux, avec plaisir, je peux partager les fichiers pour ta chaîne. Des fichiers, moi. Je sais que tout le monde veut les fichiers, donc on peut faire ça avec plaisir. On entendait une différence. Alors est-ce qu'elle est importante? Non, en fait elle n'est pas importante. C'est pas important, c'est juste, c'est vraiment le dernier truc. C'est vraiment le truc le moins important dans ta chaîne. N'importe quel câble pourrait déjà fonctionner, mais quand tu as atteint un certain niveau de qualité dans ta chaîne, c'est peut-être le dernier truc à tester. Et on est plusieurs à avoir écouté ces shootouts et à avoir testé les câbles. Il y a Georges Tandero qui a un studio, je crois, en Norvège, avec qui je chatte parfois, et qui a changé tout son câblage qui était du Grim TPR en Grim SQM suite à nos échanges, suite au blind test qu'on s'est échangé. Je sais que Ohad Nissim aussi l'a fait. Benoît, je crois, sûrement, je sais pas Benoît, tu me diras, mais je pense qu'il a acheté que du SQM. Et donc on est pas mal à être convaincu de l'impact. Certes, c'est vraiment le dernier truc, c'est le truc le moins important, mais ça a clairement un impact. En fait, tout a un impact, il n'y a rien d'invisible dans le son. Il y a absolument rien qui est neutre, ça n'existe pas. En tout cas, dès que tu passes dans le monde de l'analogique. Mais est-ce audible? C'est ça la vraie question. Bah, est-ce audible, peut-être que le mieux, c'est que tu écoutes et que tu me dises. Hein. Ouais, ça. Je pense que c'est audible. Et en fait, ce que moi j'entendais, dans mon souvenir, ça fait 1 an ou 2 que j'ai pas réécouté ces trucs-là, mais c'était d'une part une présentation différente du bas. Donc j'avais l'impression que le bas sonnait un peu plus comme limité avec certains câbles. Dans cette chaîne avec les 10 machines, hein, donc attention, on parle pas de un seul câble. Là, j'entendais quasi aucune différence, mais quand je chaînais l'ensemble, j'entendais comme quelque chose qui limite le bas. J'entendais aussi les hauts médiums qui étaient un peu plus tendus dans les câbles un peu moins chers que les TPR. Et j'entendais aussi une présentation mid-side qui était un peu différente. Ça, c'était surtout entre les Vovox Excelsus et les Grim Audio SQM, où j'ai eu l'impression que les SQM présentaient le milieu et les sides de manière beaucoup plus droite et moins festive, comme on dirait. Et je sais que je suis pas le seul à m'intéresser au câble. Je suis pas le seul à dire que j'entends une différence. Par exemple, Greg Calby, qui est un ingé son de mastering qui m'a beaucoup inspiré. Je sais que c'est le premier truc qu'il fait. C'est tester 2 câbles différents. Ce qui est important, c'est d'aimer le son de ta chaîne et d'avoir l'impression que ta chaîne réagit bien et d'avoir l'impression de mettre 0 compromis dans ton travail. Pas juste l'impression, aussi la confirmation quand tu te blind test. J'utilise beaucoup je sais pas si tu connais le Funky ABX, le site. Alors il y a un petit site, c'est gratuit, qui s'appelle Funky ABX, qui te permet d'uploader des fichiers audio et de générer des blind tests. Avec inversion des noms, etc. Avec tout, ouais, tu as plein d'options. Et une des options, c'est A ou B, et les gens peuvent choisir. Et c'est via ça qu'on a fait des tests. Est-ce que le A et le B, ils sont des fois inversés sans qu'on le sache? Oui, tout à fait. Donc il te dit pas ce que tu écoutes. Un vrai ABX. Un vrai, c'est génial, franchement. Et en fait, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. C'est, je me faisais plein d'AB et je me testais. Et il faut être brutalement honnête. Quel est l'intérêt d'acheter des câbles aussi cher s'il n'y a pas de différence? Je veux dire, c'est vraiment débile, ça n'a aucun sens. Mais si je l'entends et que ma chaîne sonne mieux et que du coup je travaille plus vite et que les machines qui coûtent tellement cher aussi, tu vois, c'est aussi un investissement tellement dingue par rapport au prix du câble. Si ça permet à toutes ces machines de mieux s'exprimer et de mieux interagir, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter. En fait, c'est une question de proportion.
Tu vois, si tu mets autant de moyens dans des laveries, c'est important de tester, en tout cas, de tester par toi-même. Mais, écoute, je serais ravi, je serais très content que quelqu'un me dise que ça ne fait pas de différence. Voilà. Bon, t'es un fan en tout cas, des SQM. C'est des câbles qui m'ont permis d'arrêter de m'intéresser aux câbles. Ça n'a pas de prix, ça. Voilà. On parle de tes instruments ? On peut parler de mes instruments. Alors, tous les instruments qui sont ici sont connectés à la SSL X-Desk, qui est une console, mais qui n'a pas d'EQ. C'est une console qui a juste les fonctions d'une console, mais sans EQ, sans compresseur. T'as des préamps ? Il n'y a pas de préamp non plus. Et tout est connecté, il y a 16 entrées à la console. Et en fait, de cette console, ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre en insert les préamps que j'ai. Alors il y a un TG2 normalement qui est là, mais qui est en réparation. Et donc si tu veux, sur chacune des tranches, il y a un préamp qui est actif, si je le veux. Donc en fait, si je désactive l'insert ici, j'ai ce qui est plugué en 1 qui rentre directement dans la console et qui part à l'extérieur. Mais si je veux, par exemple, le passer dans un Nive, j'appuie sur le bouton insert, et pour le peu, il faut que le 1 soit connecté au Nive ici. Alors dans ce cas-là, tu as une boucle qui allume. C'est hyper cool parce que je peux toujours rentrer sans préamp, activer ou non un préamp sans rien débrancher si tout est patché. Je peux même changer de préamp via ce petit patch ici. Et ce qui est cool aussi avec cette console, c'est que je peux envoyer les sources vers deux effets mono qui reviennent tous les deux en stéréo. Donc il y a 2 scènes de mono et 2 retours stéréo. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai patché le côté FX, donc le in et out des FX sur ce petit patch B passif de Coleman, qui était d'ailleurs utilisé pour ma chaîne de master. Et donc je peux activer sur les FX ici ce que je veux. Donc si j'appuie sur le 2, j'ai le H3000, le 3, j'ai le Dimension D, le 4, j'ai la BAM, la reverb. Et puis ces effets peuvent revenir vers le Mixbus, et je peux récupérer le Mixbus, mais je peux aussi les envoyer vers le Q. Et donc c'est assez flexible, et je peux aussi évidemment chaîner les différentes pédales ou les différents effets ici via ce patch B. Donc c'est très pratique. Ça me permet aussi d'entendre tous les synthés, toutes les boîtes à rythme en même temps. Et la sortie de la SSL est splittée en deux. Il y a un retour. Enfin, chaque tranche va vers une entrée HD AVID HDIO, donc vers un convertisseur. Mais j'ai la sortie bus qui, elle arrive dans l'ordi aussi, le Q aussi, mais j'ai aussi la sortie alternative stéréo qui arrive sur ce petit petite tranche pour le monitoring de Coleman qui me permet de écouter tout ce qui sort de la SSL directement dans le Genelec et donc de ne pas devoir allumer l'ordinateur si je veux juste un petit peu jouer sur les synthés ou faire de la prod ou m'amuser. Et ça me permet aussi d'avoir un retour avec 0 latence puisque le son va arriver sur mes Genelec et si sur mes keys je suis occupé à travailler sur un mix ou une prod où il y a des plugins où il y a déjà une latence et en plus si j'ai décidé d'activer le Trinov, eh bien, en fait, je peux quand même entendre tout ce qui arrive sans latence sur d'autres enceintes. Et ça, c'est hyper pratique. C'est vraiment, c'est quelque chose que tu peux faire un peu avec l'Apollo, finalement, mais que j'ai recréé un peu ici. Donc, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que tu fais de tous ces instruments ? Donc moi, à la base, je suis musicien. Je suis guitariste. J'ai eu pas mal de groupes de musique. Et je m'étais dit un jour, tiens, ce serait cool d'avoir ces outils pour faire de la prod dans mon studio et j'ai lentement, ça a pris quasi 15 ans, quasi 20 ans même, acheté, si tu veux, dès qu'il y avait des bonnes affaires, tous les instruments que tu vois ici. Le premier c'était le Juno, puis j'ai eu le Rhodes. Tu peux nous en jouer un petit peu ? Écoute, je suis pas très bon clavériste, je me débrouille pour maqueter.
Ça fait 1 an et demi que je prends des cours, mais à la base je suis plutôt guitariste, mais c'est vrai que j'ai toujours voulu pouvoir utiliser ces instruments et pas dépendre de quelqu'un d'extérieur. Donc, comme je te dis, j'ai accumulé ça au fil du temps, chaque fois que je trouvais une bonne affaire. Il n'y a pas longtemps, on m'a proposé de travailler sur la musique d'un film, en fait, de composer toute la bande originale d'un film, quelque chose que j'avais jamais fait. Et bon, les délais étaient hyper serrés, il fallait que je fasse tout le film en 1 mois. Normalement, tu as 3 mois pour faire ça. Et donc, j'ai décidé j'ai utilisé la guitare comme principal instrument pour pouvoir être prolifique, pour pouvoir aller vite, proposer plein d'idées, c'est mon instrument. Et pour les synthés, j'ai utilisé des émulations, en me disant, quand j'aurai fini les différents cues, je vais remplacer les plugins par les vrais instruments. Mais figure-toi que j'ai rien remplacé et que ce qui est sorti, c'est tous les plugins. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est important de se développer un lexique, si tu veux, quand tu fais de la production ou de la compo, c'est d'avoir un peu tes ingrédients, les choses que tu aimes et à ta disposition, mais aussi les voir. Parce que c'est pas une liste de plugins, c'est juste tu vois, ah tiens, il y a le Mellotron, j'irais bien là. Tiens, il y a le Juno, tiens, j'aime bien. C'est pas juste le son quoi qui t'attire. Non, c'est vraiment aussi comme une plaine de jeu, tu vois, tu es dans une pièce, tu vois quelque chose, tu y vas, tu as un rapport tactile, il y a des choses que tu aimes bien, des combinaisons que tu aimes bien, et puis en fait, ça te met une limite aussi, ça te met un cadre, et ça te permet d'être créatif. Dans mon template, quand j'ai fait la musique de film, la première chose que j'ai fait, c'est recréer ce studio avec des plugs. Donc j'avais toujours un Mini-Moog, un Prophet, un Juno, un Mellotron, un Rhodes, quelques effets que j'aime bien. Et ça reste quand même, ça représente un peu l'ADN, la grammaire de ce que j'aime en termes de texture sonore quand je fais de la musique, de la compo ou de la production. Alors regarde ça, quand tu actives le fuzz, c'est le fuzz qu'ils utilisent dans Redbone de Childish Gambino. Ça te rajoute un fuzz mais qui est juste à mourir. Et attends, c'est là que la magie opère. C'est pas fini. Tu peux rajouter un tambourin. Évidemment, quand tu passes ça dans une reverb et un phaser, ouf, un peu too much avec la reverb. Et alors, il y a un truc qui est super aussi, c'est tu peux activer la coloration. Et tu as aussi une espèce de trémolo assez marrant. Et puis quand tu veux recommencer ton son, tu appuies sur Cancel. Voilà. Non mais écoute, en tout cas merci d'être venu ici, d'être rentré un peu au Rare Sound et merci de m'avoir donné l'opportunité de partager un peu plus sur mon petit monde, sur ma pratique, sur la façon dont j'utilise ces machines, ces beaux instruments. Ouais, en fait au final, ce qu'on fait c'est juste essayer de comprendre une vision artistique, comprendre l'attention d'un artiste et finalement faire les choix techniques et créatifs qui vont se mettre au service de cette intention. Rendre justice finalement à la vision. Et finalement, ce qu'on fait une fois qu'on sort un peu du côté technique et geek de tout ça, on essaie juste de comprendre le message, l'histoire, l'esthétique, et on veut juste rendre justice, magnifier, respecter ça. Donc voilà un peu ma philosophie.